Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui est différente de d'habitude parce qu'en fait, on va faire le point sur les différents événements qui ont chamboulé le Moyen-Orient ces derniers mois, on va dire les 6 derniers mois parce qu'il y en a eu énormément. Et c'est vrai qu'aussi, on ne suit pas assidûment l'actualité, on est vite perdu. Vraiment, les cartes ont été rebattues au Moyen-Orient, donc rassurez-vous, je vais vous faire une vidéo pour revenir sur les principaux changements, les principaux événements, et ça va vous convenir à tous, aussi bien ceux qui suivent assidûment et qui veulent un petit peu plus comprendre les enjeux, que ceux qui n'ont absolument rien suivi et qui veulent être mis à jour. À tout de suite. Bon, on commence par le premier changement. Je commence par celui-là parce que c'est vraiment un changement qui s'est fait sur le temps long. C'est la détente entre le Qatar et nos chers amis du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn, plus l'Égypte. Alors, je reviens sur le fait que, au cas où vous n'étiez pas sur cette planète pendant ces dernières années, mais je rigole, hein, vous avez le droit de ne pas avoir suivi. En tout cas, si vous étiez sur ma chaîne, normalement, vous êtes au courant. C'est bien sûr la rupture des relations diplomatiques entre le Qatar et ces pays en 2017. D'ailleurs, j'étais au Qatar à ce moment-là, c'était en juin précisément. Les pays ont décrété un blocus et donc... Aujourd'hui, c'est en phase de détente. Pas complètement, c'est pas complètement terminé, notamment par rapport à Bahreïn. C'est encore un petit peu difficile de relation entre le Qatar et Bahreïn, mais ça va mieux. Les chefs d'État se sont rencontrés, les ambassades ont été rouvertes et Al Jazeera, notamment, maintenant peut exercer normalement en Égypte. Alors que la fermeture d'Al Jazeera, la fermeture pure et simple d'Al Jazeera, c'était une condition imposée par ces pays pour la levée du blocus. Donc voilà. On a même vu une photo qui était vachement drôle, franchement pour moi c'est une pépite. On a vu Tamim, donc le prince héritier l'émir du Qatar, excusez-moi, MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, et un représentant des Émirats, pas le même niveau, c'était pas un haut représentant parce que l'homologue ça aurait dû être MBZ, mais quand même un représentant émirati, les trois sur la même photo, en short, enfin c'était extrêmement décalé. On voit que maintenant ça y est, ils sont redevenus copains, c'est comme avant, c'est les meilleurs amis, ou presque. Mais vous voyez, il n'y a pas Bahreïn, donc c'est un signe. En tout cas, la photo, elle était extrêmement décalée, elle m'a fait beaucoup rire. Du coup, pourquoi cette détente alors que l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte en voulaient énormément au Qatar? Alors, d'abord parce que là, comme ça, on était en 2017, là on est en 2021, 4 ans plus tard, il n'y a pas eu vraiment de changement. Le but, c'était d'isoler le Qatar. Or, le Qatar s'en est bien sorti, puisque, par exemple, pour les importations de produits, le Qatar dépendait beaucoup de l'importation pour la nourriture et tout ça. Il a pu compter sur la Turquie, il a pu compter sur l'Iran, il a pu compter sur le sultanat d'Oman. Donc finalement, de ce point de vue-là, le blocus a été contourné. Deuxièmement, il y a aussi une possibilité éventuellement, et ça m'amènera au point suivant, pour que le Qatar soit comme un intermédiaire, si vous voulez, entre l'Arabie Saoudite notamment et l'Iran. C'était un des reproches qui a été fait au Qatar au moment où il y a eu cette rupture, excusez-moi, des relations diplomatiques, c'est la proximité du Qatar avec l'Iran, alors que c'était la bête noire des autres pays, en particulier l'Arabie Saoudite. Donc du coup, ça m'amène au point suivant, qui est le dialogue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors, si vous suivez assidûment ce qui se passe au Moyen-Orient, et je ne doute pas qu'une bonne partie d'entre vous qui me regardez le fait, les rivalités entre l'Arabie Saoudite et l'Iran expliquent énormément les enjeux de la région. Ces deux pays se font une guerre par procuration, je vous l'avais expliqué dans ma trilogie de vidéos sunnite-chiite. Donc on a par exemple le terrain d'affrontement au Yémen, entre les Houthis, les rebelles Houthis soutenus par l'Iran, et le gouvernement reconnu par la communauté internationale qui lui est soutenu par l'Arabie Saoudite. On a aussi un autre terrain d'affrontement, mais pas militaire purement, cette fois c'est au Liban. On a ces mêmes rivalités qui se retrouvent aussi dans une certaine mesure en Syrie. Bref, on pourrait aussi inclure un petit peu l'Irak, mais l'Irak quand même c'est une chasse gardée de l'Iran depuis un bon moment. Donc voilà, l'Arabie Saoudite a annoncé depuis quelques mois déjà de cette année qu'elle était en train de dialoguer avec l'Iran pour rétablir des relations diplomatiques. Alors pour l'instant c'est qu'en phase exploratoire, je cite vraiment le terme qui a été utilisé par des sources diplomates à ce niveau-là, en phase exploratoire, c'est-à-dire on ouvre le dialogue,
on voit si l'autre est partant aussi, et puis on voit où ça va nous mener. Maintenant, pourquoi l'Arabie Saoudite décide de tendre une main à l'Iran, alors que c'est son ennemi juré, si vraiment je vous résumais ça de manière manichéenne et simpliste. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Yémen, qui est le principal terrain d'affrontement aujourd'hui au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, est un conflit qui est en train de s'enliser. Mais vraiment, ça dure depuis 2014-2015, il n'y a pas d'avancée. Les Houthis, même en ce moment-là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, sont plutôt en bonne position. Le but, c'était de les chasser. Ils ont toujours Sanaa, la capitale du Yémen, reconnue par la communauté internationale, a dû être délocalisée. En ce moment, c'est Aden, dans le sud du pays. Il y a une bataille en ce moment qui est très importante. Il y a Hodeïda, la ville portuaire, qui est une ville importante aussi, qui est toujours contrôlée par les Houthis. Et même en ce moment, on a l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont en train de se retirer. Donc vous voyez qu'il y a un désengagement de leur part. Ils se rendent bien compte que ça ne sert à rien. Ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des moyens, ils ont perdu des équipements militaires, enfin ils les ont utilisés mais pour rien. Le résultat était minime, donc ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rôle de Washington dans tout ça, le rôle des États-Unis. Alors l'année dernière, il me semble, je crois que c'était l'année dernière, oui, il y a eu, et il y en a régulièrement d'ailleurs, des attaques des Houthis en provenance du Yémen, donc les rebelles Houthis soutenus par l'Iran, des attaques en direction de l'Arabie Saoudite. Et il y a même eu des installations pétrolières qui ont été endommagées par ces attaques. L'Arabie Saoudite s'est sentie extrêmement démunie à ce moment-là, même si les attaques arrivent de manière sporadique, hein, c'est assez régulier, et elle n'a pas pu compter sur son allié de toujours dans la région, les États-Unis. Les États-Unis, à ce moment-là, ont décidé de retirer leur bouclier antimissile. Je m'y connais pas en balistique, donc vous m'excuserez pour le vocabulaire utilisé. Bouclier antimissile ou batterie de missiles. En tout cas, c'est un équipement de défense pour protéger l'Arabie Saoudite contre les attaques qui viendraient justement du Yémen, lancées par les Houthis. Et donc là, l'Arabie Saoudite s'est retrouvée toute seule, sans alliés pour la défendre. Vous savez que les États-Unis ont toujours eu une ligne anti-Iran. Et là, ça n'a pas été le cas. Elle s'est retrouvée toute seule, elle s'est retrouvée démunie, donc de plus en plus, elle est en train de se dire qu'il vaudrait peut-être mieux faire un pas vers l'Iran et arrêter de compter sur les États-Unis qui, eux, sont en train d'adopter une nouvelle ligne maintenant, surtout depuis l'arrivée de Joe Biden. Avec l'administration Trump, on était clairement sur une ligne anti-Iran. Avec Joe Biden, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'arrivée de Joe Biden, même si les deux pays restent des alliés très importants dans la région. Ça n'a pas changé fondamentalement. Mais donc bref, voilà. Vous savez que Donald Trump, au moment où il est arrivé au pouvoir, il a copieusement déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. C'était clair, on fait une alliance contre l'Iran, on fait tout pour contenir la menace iranienne. C'est pas le cas avec l'administration Biden, la nouvelle administration Biden, qui veut là rétablir l'accord sur le nucléaire iranien, dialoguer davantage avec l'Iran et avoir une politique beaucoup moins farouchement anti-Iran. Toutes ces raisons donc poussent l'Arabie Saoudite à dialoguer avec l'Iran. On va voir où ça nous mène. Pour l'instant, c'est à tâtons. Ça ne veut pas dire que ça va porter ses fruits, mais en tout cas, c'est hyper important de le souligner. Troisième événement, et ça c'est lié clairement à la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est ce qui se passe au Liban. Vous savez que l'un des ministres au Liban, le ministre de l'Information, ou ministre des médias, selon la traduction, peu importe, a fait une déclaration concernant le rôle de l'Arabie Saoudite au Yémen et le fait que les Houthis se protègent de manière légitime contre une agression. L'Arabie Saoudite l'a extrêmement mal pris et a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Liban, de même que les Émirats, de même que le Koweït, de même que Bahreïn. Généralement, de toute façon, les Émirats et Bahreïn suivent. Donc, comment l'interpréter ? Alors que l'Arabie Saoudite essaie d'enterrer la hache de guerre, bon c'est un grand mot, mais de faire un pas vers l'Iran. C'est parce que le Hezbollah, depuis son alliance avec le président Michel Aoun, exerce une influence extrêmement importante dans le pays. Et ça pose problème à l'Arabie Saoudite qui avait énormément investi sur le Liban pour avoir une influence dans la région. Elle avait beaucoup misé sur le Liban. On l'a vu, de toute façon, le Premier ministre
Juste, je vous fais un petit rappel, au Liban, le président doit toujours être chrétien, maronite, le premier ministre doit toujours être musulman, sunnite, et le président du Parlement doit toujours être chiite. C'est ça, c'est l'équilibre confessionnel, c'est dans la Constitution, c'est vraiment pour maintenir la stabilité dans le pays. Et donc, le Premier ministre, en l'occurrence, qui a longtemps été Saad Hariri, et la famille Hariri en général, était très proche de l'Arabie Saoudite, et on l'a vu, à quel point l'Arabie Saoudite voulait avoir une influence, voire une emprise dans la politique du pays quand Saad Hariri est allé en visite en Arabie Saoudite, rencontrer MBS, et qu'il a disparu des radars, il a véritablement été séquestré. C'est un épisode qui a été inédit dans l'histoire récente du Moyen-Orient, un Premier ministre d'un pays souverain qui se retrouve séquestré dans un pays qui entend faire ingérence dans les affaires intérieures du pays de ce Premier ministre. C'est incroyable ce qui s'est passé et ça avait participé à ternir l'image de MBS qui était déjà vachement écornée à l'époque. Donc voilà, l'Arabie Saoudite n'entendait pas perdre le Liban comme ça. Malheureusement, entre-temps, malheureusement pour l'Arabie Saoudite, entre-temps, le Premier ministre Saad Hariri a définitivement démissionné, il y a un nouveau gouvernement, le gouvernement Mikati, et ça laisse les mains libres au Hezbollah qui, lui, ne se cache pas d'être soutenu et de soutenir l'Iran, de faire allégeance à la République islamique d'Iran. Donc là, cette rupture des relations diplomatiques avec le Liban, c'est une manière de dire que l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe refusent cette omniprésence, cette toute-puissance de l'Iran dans les affaires intérieures du Liban. Voilà comment analyser ça. Et autant les pays du Golfe ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, puis les ont rétablies, maintenant on a comme un nouveau bouc émissaire au Moyen-Orient, et ce serait le Liban, même si parallèlement, l'Arabie Saoudite a engagé un début de négociation avec l'Iran. Enfin, dernier événement, je vais terminer avec ça parce que, à mon sens, c'est l'un des plus importants et l'un de ceux qui a évolué le plus rapidement, c'est le retour sur le devant de la scène de la Syrie. Alors, que je vous explique. Il y a l'hebdomadaire Newsweek, donc hebdomadaire anglophone, qui a fait sa une en mettant une photo de Bachar el-Assad sur la couverture. C'est vraiment parce que la presse internationale a pris acte de ce retour sur le devant de la scène du gouvernement de Bachar el-Assad, de la Syrie de Bachar el-Assad. Pourquoi ? Il y a eu plusieurs événements récemment. D'abord, on a plusieurs pays frontaliers, plusieurs pays arabes qui ont recommencé à dialoguer avec la Syrie. On a eu les Émirats Arabes Unis, mais même si ça fait un moment, les Émirats Arabes Unis ont toujours eu une politique un peu distincte des autres voisins du Golfe ou des autres voisins tout court, pas forcément du Golfe, en n'étant pas farouchement anti-Assad. On a eu récemment la Jordanie qui a accueilli une délégation officielle du gouvernement syrien sur son territoire et ça a abouti à un accord de coopération commerciale, l'ouverture des frontières partielles aussi. Donc ça, c'est énorme. Une délégation avec des ministres, je vous le précise, c'est pas juste un représentant comme ça qui va de manière officieuse pour dialoguer de manière non officielle, là aussi, avec la Syrie. Non, c'était officiel et ça rend compte de ce rétablissement des relations entre les deux pays, alors que pendant longtemps, ça n'a plus été le cas. Deuxième chose, l'Égypte et la Jordanie, donc comme je vous l'ai dit, qui vient d'accueillir une délégation de Syriens, les deux pays-là plaident pour le retour de la République arabe syrienne, donc c'est le nom officiel de la Syrie de Bachar el-Assad, si vous voulez, dans la Ligue arabe, parce que la Syrie a été exclue de la Ligue arabe, donc ils plaident, ces deux pays, pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, ce qui serait aussi une victoire diplomatique, vu que cette exclusion, mais d'autres mesures aussi à l'international, l'ont fortement isolée. On a eu également une rencontre entre des pays du Golfe, il me semble l'Arabie Saoudite, si je ne vous dis pas de bêtises, mais je vous mettrai ça en barre d'infos pour être sûr. Rencontre entre des officiels saoudiens et un membre des renseignements syriens, un représentant important des renseignements syriens en Égypte pendant un sommet qui s'est tenu là-bas. Donc vous voyez que les rencontres se font de manière plus ou moins officielle, mais petit à petit, les pays arabes acceptent de dialoguer à nouveau avec la Syrie, ce qui est extrêmement important parce que
Finalement, Bachar el-Assad avance de nouveau ses pions et c'est une véritable victoire diplomatique pour lui qui a longtemps été isolé et dont les pays voisins ou les pays occidentaux voulaient la mort ou la chute en tout cas. Autre chose, la Syrie a été réintégrée dans les pays membres d'Interpol. Donc en matière de renseignement, Interpol s'est dit que c'était important de compter sur la Syrie pour échanger des informations et coopérer à l'international contre des criminels et des délinquants. Ils se sont dit que ce serait se priver d'une source importante que de rompre les relations avec Bachar el-Assad. Donc là aussi, victoire pour Bachar el-Assad qui se retrouve de moins en moins isolé. Enfin, je vous parlais du Liban avant avec la crise qui se passe avec les pays du Golfe. Le Liban, vous le savez, traverse une crise financière et économique sans précédent, c'est un effondrement total, il y a des pénuries, chute de la monnaie qui vaut vraiment plus rien, les Libanais n'arrivent pas à vivre correctement, la corruption, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais un des moyens pour que le Liban s'approvisionne en carburant, c'est de faire venir ce carburant en passant par la Syrie. Donc le Hezbollah par exemple a annoncé que des navires qui transportaient du carburant étaient venus en passant par la Syrie. Donc là, la Syrie, ce sera un point de passage incontournable. On est obligé, vu que la Syrie est un pays frontalier du Liban, sinon c'est Israël. Or, c'est pas possible, vous voyez. Donc il y a ça, plus les États-Unis qui voulaient à tout prix éviter que ce soit l'Iran qui fournisse le Liban. Les États-Unis ont conclu un accord avec l'Égypte et la Jordanie, pas la Syrie directement, mais pour acheminer du carburant, pour alimenter les centrales d'électricité et aussi pour les voitures bien sûr. Ces deux pays, Égypte et Jordanie, acheminer du carburant en passant par la Syrie, encore une fois. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi une énorme victoire diplomatique pour la Syrie, parce que je vous rappelle que la Syrie est sous embargo international. Donc normalement, aucun État ne doit traiter, ne doit coopérer, ne doit exporter, peu importe, avec ce pays. Et là, pour la première fois, pour ne pas que le Liban importe son carburant de l'Iran, les États-Unis font une entorse à cet embargo international en acceptant de faire passer du carburant en provenance de l'Égypte et de la Jordanie par la Syrie. Voilà, pour contrecarrer l'influence de l'Iran au Liban, à travers notamment le Hezbollah. Donc voilà pour les principaux changements des derniers mois au Moyen-Orient. Je voulais vous en parler parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à suivre et ne comprennent plus vraiment les enjeux. J'avais presque envie de vous dire, oubliez tout ce que vous savez sur le Moyen-Orient parce que les cartes sont rebattues, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour reprendre une expression qui est très utilisée souvent dans la presse. C'est un peu impensif. Les cartes sont rebattues. Je l'emploie, c'est un peu facile de ma part, mais c'est véritablement ce qui se fait parce qu'il y a beaucoup de changements. Peut-être que certains vont aboutir, peut-être que d'autres non, mais en tout cas, vraiment, il faut comprendre quels sont les enjeux en ce moment et voir que ce qui était valable il y a quelques mois, vraiment quelques mois, tout ça, ça date du début de l'année 2021, tout ce qui était valable avant ne l'est plus forcément maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était vraiment pas préparée, peut-être que ça s'est senti, j'en suis désolée. Vraiment c'était, je vous ai dit tout ce que je savais pour vous mettre à jour, c'est un peu une discussion entre vous et moi pour que je puisse vous mettre à jour et que je vous donne les informations que moi je suis au quotidien parce que forcément c'est mon travail. Je vous ai donné une analyse qui n'est pas forcément la vérité, surtout que les événements sont en train de se dérouler en ce moment, donc je suis pas une voyante hein, pour prévoir ce qui va se passer, mais je vous ai donné quelques éléments d'analyse, quelques pistes qui me semblent pertinentes pour analyser la situation. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.